Bienvenue à tous et bonjour à vous. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour, Et Sonia merci de Babouk. nous accompagner, fondateur et président d'honneur de la Fondation Res Publica. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Pour vous interroger, je suis entourée de Nicolas Barret des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Ancien représentant spécial de la France pour la Russie, vous avez, Jean-Pierre Chevènement, rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Et vous avez bien sûr une parfaite connaissance de ce qui se joue en termes de nouveaux rapports de force et de nouvel ordre mondial en tant qu'ex-ministre de la Défense. Nous allons bien sûr largement en parler. Nous évoquerons aussi en fin d'émission la Corse, vous qui avez été ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Et nous verrons que sur le plan strictement politique, vous restez un homme engagé. Évidemment, d'ailleurs, l'engagement, c'est le fil conducteur de votre parcours et votre vie politique. Mais tout d'abord, Jean-Pierre Chevènement, le président américain Joe Biden a qualifié hier Poutine de boucher. Après l'avoir qualifié il y a quelques jours de criminel de guerre, il a aussi appelé Joe Biden à un changement de régime avant que la Maison-Blanche ne nuance un peu de tels propos. Comment vous qualifiez une telle rhétorique américaine aujourd'hui? Quand on est engagé dans une guerre, le souci est de la finir. Et le plus rapidement possible, parce que cette guerre est un immense malheur qui cause de grandes souffrances. Par conséquent, je pense que avant de se livrer à l'exercice traditionnel des injures homériques, on devrait essayer de réfléchir aux conditions qui permettent de rétablir la paix et de faire en sorte qu'une architecture européenne de sécurité puisse se mettre en place. Ce qui était déjà le souci exprimé par Emmanuel Macron il y a plusieurs années. Vous vous souvenez des débats que cela a entraîné en France même et au sein de l'OTAN, car cette préoccupation n'était pas considérée comme valable. Alors, Joe Biden est allé un peu plus loin encore en demandant un changement de régime. Ça ne se fait pas, même si, naturellement, les Américains y pensent depuis longtemps. Et on sait qu'entre la parole et l'action, il y a souvent un gouffre. Rappelez-vous de l'intervention en Libye, Bien sûr, menée par la France et la Grande-Bretagne, sous l'égide des États-Unis. L'objectif était purement humanitaire, il était de protéger les populations de Benghazi. En réalité, ça s'est traduit par un changement de régime et par le meurtre de Kadhafi, qui, paraît-il, a beaucoup impressionné Poutine. Nous avions alors outrepassé nos mandats et vous soulignez là la différence entre des déclarations et ce qui peut se passer sur le terrain. C'est-à-dire que le langage du changement de régime n'autorise pas le débat, la discussion. Le grand mérite d'Emmanuel Macron, c'est d'une part d'avoir allié la fermeté, incontestable, par rapport à l'agression russe, et d'autre part d'avoir maintenu le fil avec Vladimir Poutine. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Bien sûr. Parce qu'il faudra bien sortir de cette situation. Nous allons en parler, mais tout d'abord, restons sur les faits. Mathieu Bock-Côté. Alors, est-ce que vous sentez en ce moment, dans la rhétorique américaine, dans le discours américain, ce qu'on pourrait appeler une tentation, une nostalgie de la guerre froide? C'est-à-dire une volonté, dans la rhétorique, dans le vocabulaire, une reprise de schèmes mentaux qui appartiennent au XXe siècle davantage qu'au siècle où nous entrons? Ma réponse est oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, elle est justifiée par le comportement de la Russie, dont l'agression en Ukraine est caractérisée. Donc cette nouvelle guerre froide, elle est probablement inévitable, car les mentalités ont été bousculées, secouées par l'agression russe, qui était quelque chose de tellement irrationnel que même les gens qui connaissaient bien la Russie pensaient qu'elle avait vraiment de très faibles probabilités de se produire. Et pourtant, elle s'est produite. Donc, il y aura toujours un sentiment d'incertitude, de veille, de précaution. Vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est normal. Mais on doit se placer dans une perspective plus longue, qui est la meilleure hypothèse, qui est celle d'un ordre de sécurité stable en Europe. Mais comment, justement, Jean-Pierre Chevènement, pardonnez-moi, comment établir cet ordre de sécurité? Pour l'heure, permettez-moi de vous préciser, Joe Biden a rappelé que s'il y avait une attaque contre un pays membre de l'OTAN,
ce serait une attaque contre tous. Le président américain qui n'a cessé aussi de dire « No boots on the ground », pas de soldats au sol en Ukraine. Malgré tout, ce sont aujourd'hui près de 100 000 soldats américains qui sont positionnés aux alentours. Est-ce que c'est un réengagement, de votre point de vue, des États-Unis sur le sol européen avec une telle présence aujourd'hui de soldats? Il est clair que le président Poutine a offert un très beau cadeau aux États-Unis et à Joe Biden. D'abord, 15 milliards de mètres cubes de gaz de schiste liquéfié qui n'étaient pas prévus, mais qui vont permettre de remplacer une partie du gaz russe, toute petite partie, puisque l'objectif, si j'ai bien compris, c'est 50 milliards. Pour avoir une idée claire du problème, la Russie exporte entre 150 et 200 milliards, ça dépend les années, de mètres cubes de gaz vers l'Europe, et maintenant à peu près 40 milliards de mètres cubes vers la Chine. Donc on voit bien que l'Europe reste un marché beaucoup plus important que la Chine. Et naturellement, les États-Unis, qui ont découvert le gaz de schiste, veulent exporter ce gaz de schiste. Le problème, c'est que les infrastructures ne sont pas au point. On n'a pas les méthaniers, on n'a pas les ports qui permettent d'accueillir ces méthaniers pour la gazéification ou la liquéfaction du gaz. Il faudrait construire les gazoducs. Ce n'est pas encore au point. Donc, les gens qui parlent de remplacer le gaz russe parlent très vite et ne connaissent pas généralement le fond du dossier. Ce sera forcément une affaire de longue haleine. Mais donc les États-Unis profitent du conflit? Incontestablement, ils en profitent et les Européens se jettent dans leurs bras. On le voit avec le budget de la défense allemand, qui sera augmenté, paraît-il, de 100 milliards d'euros. Je demande à voir. Mais si c'est le cas, c'est d'abord pour acheter des avions américains F-35 qui peuvent larguer des bombes nucléaires sur un théâtre d'opération. Donc, je dirais que les Américains ont raflé la mise, là. Mais est-ce que les Européens n'ont pas été un peu naïfs ces dernières décennies en réduisant leurs dépenses militaires, notamment les Allemands? Est-ce qu'il n'y avait pas une part de naïveté de leur part de maintenir des dépenses militaires relativement faibles? Il fallait savoir dans quelle hypothèse il se plaçait. L'idée d'une guerre classique, d'une guerre traditionnelle en Europe paraissait définitivement évacuée. Pour une raison simple, c'est que l'armée russe n'est plus ce qu'elle était. On le voit sur le terrain. Et dans la réalité, c'est l'armée d'un pays de 140 millions d'habitants, mais relativement pauvre, On dit souvent que son PIB est celui de l'Italie. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. La Russie, c'est une réalité géopolitique mondiale. 17 millions de kilomètres carrés, dont 14 sont d'ailleurs constitués de sols gelés. Mais la Russie ne donnait pas le sentiment de pouvoir entreprendre une guerre d'agression contre l'Europe. Je ne crois pas qu'elle le puisse d'ailleurs. C'est-à-dire, Jean-Pierre Chevènement, c'est important ce que vous dites qu'elle n'est pas capable peut-être d'atteindre les objectifs tels que Poutine les imagine, parce qu'en ce moment, est-ce qu'il faut croire d'ailleurs un changement tactique contraint des Russes qui reculeraient pour se concentrer sur le Donbass après avoir fait face à une très forte résistance ukrainienne et avoir subi, semble-t-il, de nombreux revers? Ou est-ce que c'est une sorte de stratégie de guerre qui est mise en place? Puisqu'on le voit, là, lors des dernières heures, il y a eu le bombardement qui s'est poursuivi notamment sur la ville de Lviv. Au départ, on pouvait penser que les Russes voulaient mettre la main sur l'Ukraine, qui sont toujours considérés comme une sorte de province russe. Ce qui est vrai de l'est de l'Ukraine depuis le milieu du XVIIe siècle, ce qui n'est absolument pas vrai de l'ouest de l'Ukraine, qui n'a jamais été russe. Lviv, par exemple, dont vous venez de parler, s'appelait Lemberg. Avant 1914, c'était une ville austro-hongroise. Elle s'appelait Lvov, elle était polonaise avant 1939. Et l'Ukraine, dans ses frontières actuelles, elle existe depuis le pacte Hitler-Staline. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'a été un État indépendant réellement que depuis 1991. Avant, il y a eu de brefs épisodes qui correspondaient aux guerres mondiales et à l'affaissement, l'effondrement des armées russes. Mais la question posée était de savoir si l'Ukraine était véritablement une nation. La réponse de Poutine est l'a à fantoche. démontré.
Poutine l'a démontré sans le vouloir, à son détriment. Il a fait la preuve du contraire, et l'Ukraine s'est révélée comme une nation beaucoup plus résistante qu'on le croyait, même dans les zones russophones comme Kharkiv, où on ne parle que le russe. Eh bien, il y a une résistance tout à fait héroïque des Ukrainiens contre une armée russe qui était tellement supérieure en nombre. Donc, je pense que Poutine est en train de redimensionner à la baisse ses objectifs. Il n'envisage plus de mettre la main sur toute l'Ukraine. C'est difficile à dire avec certitude, parce qu'il est maître de la fixation de ses objectifs, mais il semble bien qu'ils sont en train de se replier sur le Donbass. D'ailleurs, c'est dans son discours du 24 janvier. Exactement. Ouais. Il dit qu'on doit mettre un terme à la souffrance des habitants de ces districts de Luhansk et Donetsk, qui depuis 8 ans supportent une guerre injuste, etc., etc. Ce à quoi les accords de Minsk prétendaient répondre. Malheureusement, vous le savez, ils n'ont pas été appliqués. Une question de Mathieu Bock-Côté. Êtes-vous surpris vous-même de la vigueur de la résistance nationale ukrainienne? Parce qu'on comprend que Vladimir Poutine est lui-même surpris de cette résistance. Est-ce qu'à l'Ouest, est-ce que nous sommes surpris? Êtes-vous surpris vous-même de la force de la résistance nationale des Ukrainiens? Je suis plus surpris de la faiblesse de l'armée russe que de la résistance ukrainienne. Parce que la résistance ukrainienne, c'est la résistance d'un peuple qu'on va chercher chez lui, dans ses villes, et qui a quand même acquis une certaine habitude de la liberté, qui ne veut pas tomber dans les griffes d'un régime autoritaire. Donc, quels que soient les défauts du régime ukrainien, on sait qu'il est très sensible à la corruption. Quels que soient ses défauts, il est considéré par les Ukrainiens comme nettement meilleur que le régime russe. Donc ils se battent, ils résistent, et ils le font courageusement. Ce sont les descendants des Cosaques Zaborog. Il y a une tradition et les militaire. Cosaques résistent. Mais on ne doit pas oublier que, quand même, ils ont combattu côte à côte les Russes et les Ukrainiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception de 2 divisions nationalistes qui, sous l'égide de Bandera, ont combattu du côté allemand. C'est pour ça qu'on parle aussi de guerre fratricide. On va continuer à en parler, Jean-Pierre Chevènement, marquer une courte pause et évoquer également la défense européenne. Vous en avez un petit peu parlé en évoquant l'achat de ces avions américains par l'Allemagne. Et puis nous parlerons de l'OTAN, justement. Qu'incarne l'OTAN? Est-ce que c'est le garant ultime de la sécurité européenne? Et est-ce qu'il n'y a point de salut en dehors de l'OTAN? On marque une pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et notre invité ce dimanche, l'ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, Jean-Pierre Chevènement. Je le disais tout à l'heure en introduction, Jean-Pierre Chevènement, vous avez été aussi représentant spécial de la France pour la Russie. Vous avez rencontré à quelques reprises Vladimir Poutine. Vous nous avez dit là ce que vous pensez de ce qui est en train de se dérouler en Ukraine, mais aussi, et peut-être que ces propos vont faire réagir, des États-Unis qui peuvent profiter, en tous les cas sur le front énergétique et économique, d'une telle situation. Alors, on va vous poser la question sur la pression qui est exercée sur les entreprises françaises. Les entreprises françaises ont été qualifiées par le président ukrainien Zelensky de machine de guerre russe. Un candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, affirme même que Total est complice, c'est un criminel de guerre. Que pensez-vous aujourd'hui de ce qui est en train de se passer autour de nos entreprises tricolores en Russie? J'ai trouvé cela déplacé. Déplacé parce que le président Zelensky, s'exprimant à la tribune du Parlement français, peut dire naturellement tout ce qu'il veut, mais pourquoi cibler particulièrement les entreprises françaises et celles-là? Leroy Merlin vend du matériel de bricolage, Auchan est un groupe de distribution, Renault est une entreprise qui fabrique des automobiles de touristes, et ce n'est pas avec des Méganes que les Russes et les troupes russes font le siège de Kiev. Je ne comprends pas comment un certain nombre de gens peuvent se laisser aller à insulter les employés de Leroy Merlin, comme ça s'est fait ces derniers jours. Ce sont des entreprises privées, elles prennent leurs risques, et demain, il fera encore jour. La Russie existera encore dans 1000 ans, et entre la Chine et l'Europe, on n'a encore pas vu ce qu'on pouvait mettre de mieux. Donc il faudra bien rétablir nos relations, et je pense que c'est
plutôt sur l'imperfection de la relation entre l'Occident en général, l'Europe en particulier, et la Russie, qu'il faudrait réfléchir. On va y venir, mais c'est important donc, ce que vous dites. Vous dites que c'est déplacé de telles critiques aujourd'hui par rapport à nos entreprises françaises. Par exemple, sur Total, qui a une activité autre que sur les voitures, évidemment. Vous dites, malgré tout, vous comprenez qu'aujourd'hui, de tels grands groupes restent et que pour la suite, c'est important. Écoutez, Monsieur Jadot, si on fait confiance à ce genre de candidat pour défendre les intérêts de la France, nous sommes mal partis. C'est ce réflexe de masochisme de nos élites, toutes tendances politiques confondues et tout milieu confondu, qui fait que la France a toujours tort. Nous sommes toujours dans la repentance. Et pour prendre le cas de Total, c'est sûr que ne plus acheter de gaz ou de pétrole russe, ça pénalise la Russie. Mais encore faut-il pouvoir s'en passer. Ça prendra du temps parce que nous avons des besoins immenses. Et je veux bien qu'au nom des droits de l'homme, on remplace la Russie par le Qatar. Bon, tout est possible. C'est important ce que vous dites là. C'est-à-dire que si on diversifie nos sources d'approvisionnement avec d'autres pays comme le Qatar, vous n'y voyez pas un gain sur le plan des droits de l'homme? Je ne suis pas allé tout à fait jusque-là. Disons que j'ai entendu M. Macron dire que la Norvège respectait les droits de l'homme. Mais si on ne doit importer notre pétrole et notre gaz que des pays qui respectent les droits de l'homme, nous risquerons d'être à sec assez rapidement. Donc, je pense qu'il faut traiter ces dossiers avec beaucoup de réalisme. Et si on peut exercer une pression continue, organisée, pour réduire les achats de gaz de l'Europe par rapport à la Russie, c'est certainement souhaitable. Ce qu'a fait le président Macron, c'est-à-dire réunir les Européens pour faire des achats groupés, est sûrement une bonne idée si ça fait baisser les prix. Mais on ne peut pas se passer à court terme du gaz russe. Mais c'est très difficile, ça suppose une connaissance quand même de l'économie mondiale, de la géopolitique, qui me paraît faire défaut à beaucoup d'hommes politiques. Au-delà des entreprises françaises, est-ce que vous voyez un risque si les Européens se désengagent de Russie, que la Chine en profite pour, disons, investir davantage dans ce pays? Mais c'est l'évidence, Monsieur Barré. C'est l'évidence. La Chine occupe maintenant entre 15 et 20% du marché russe, c'est-à-dire 2 fois plus qu'avant 2015. Et par contre, l'Allemagne, la France, l'Italie, mais surtout la France, ont vu leur part de marché décliner. Notre commerce extérieur, qui est quand même un grand problème, 85 milliards de déficit, ne s'arrangera pas, ne se rééquilibrera pas si nous perdons les quelques milliards d'exportations sur la Russie. Mais vous parlez le langage du réalisme. Vous nous rappelez qu'au-delà de la crise présente, la Russie sera encore là. Mais comment les entreprises peuvent résister en ce moment à l'incroyable pression psychologique qui les pousse justement à se retirer du marché russe? Comment peuvent-elles résister au climat, appelons ça moral, en ce moment, au climat médiatique qui pousse à s'en retirer? Bien, on prêtant l'oreille à tous les hommes politiques qui ne parlent pas comme M. Jadot. Vous l'avez remarqué, j'en fais partie. Eh bien, j'espère que d'autres s'exprimeront d'une manière responsable, en disant qu'on ne doit pas s'interdire l'arme économique, bien entendu. Et je suis partisan d'une politique visant à réduire nos achats de pétrole et de gaz, mais en même temps, il faut connaître le dossier, savoir que ça prendra du temps. Et puis, harmoniser ces politiques entre les différents Européens. Les Allemands dépendent dans leur mix énergétique à 55% du gaz. Ils ont fait d'énormes erreurs en 2011 avec Mme Merkel, en se retirant du nucléaire, en promouvant des énergies intermittentes qu'ils ne remplacent qu'avec de la houille ou avec du gaz. Ils avaient fait le pari du gaz dans Stream 2. Donc les Allemands sont une situation difficile. Mais nous-mêmes, dans notre mix énergétique, le gaz représente 20%. De ces 20%, la moitié doit provenir de Russie. Ça ne se modifie pas du jour au lendemain. Il y a des contrats à long terme et puis il y a des rigidités techniques dont il faut être conscient. Jean-Pierre Chevènement, il y a cet aspect dont on parle et il y a un aspect plus historique et même géographique. Est-ce qu'il y a un risque de confondre en ce moment l'État russe et donc la Russie de Poutine avec le peuple russe qu'on pourrait ostraciser? Certains s'inquiètent d'une russophobie, d'un rejet du peuple russe, de son histoire, de la civilisation,
qu'il ne faudrait pas confondre avec la Russie de Poutine. Comment faire ces différences et est-ce que vous les voyez aujourd'hui, y compris en France? Mais cette différence, il a toujours fallu la faire. Il y a une tradition de russophobie en France très ancienne qui est symbolisée par un écrivain qui s'appelle Custine, qui écrivait en 1839, je crois, et qui respire une russophobie absolument extraordinaire. Mais ça mérite d'être lu, parce que c'est d'abord écrit dans une très belle langue, mais c'est viscéral. Et il y a des élèves de Custine, en veux-tu, en voilà, en France. On a l'impression que, comme ils sont rarement allés en Russie, qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui l'aspect des villes russes, la sociologie de la Russie, qui a beaucoup changé. Il y a des classes moyennes, il y a une évolution de la société russe. Vous savez, si on faisait un référendum honnête, je pense que beaucoup de Russes désapprouveraient la guerre, en Ukraine. Et ils ne la comprennent pas. Mais c'est intéressant parce qu'à l'inverse, beaucoup font le reproche à certains politiques, et peut-être vous font-ils le reproche, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir été trop poutinophile, de ne pas avoir cru à l'invasion en Ukraine, d'avoir un peu accompagné et cru qu'on pouvait attirer la Russie vers l'Europe. Que répondez-vous à ces critiques, ou en tout cas ces interrogations pour le moins? Mais j'admets tout à fait les critiques, mais j'assume complètement le rôle qui a été le mien comme représentant spécial de la France pour la Russie. C'est-à-dire que j'ai cherché à prévenir des conflits. Et ce conflit, on le voyait venir avec la question de l'Ukraine. Dès 2005, avec la première révolution orange, il a paru ensuite un peu s'estomper. Mais il est revenu très fort avec cette politique idiote de la Commission européenne qui consistait à promouvoir un partenariat oriental, c'est-à-dire à offrir à l'Ukraine la perspective européenne, pourquoi pas même l'adhésion à l'Union européenne, tandis que, naturellement, cette perspective était fermée à la Russie. Donc une sorte de deux poids, deux mesures, et avec une Ukraine qui était naturellement tentée de rejoindre l'Europe, elle l'est toujours, par rapport à la Russie, tout en souhaitant bénéficier des avantages de cette position intermédiaire. Par exemple, des prix plus bas pour le gaz, ou une coopération économique étendue à l'aune des très étroites relations industrielles qui existaient de part et d'autre de la frontière et qui se sont beaucoup distendues. Et l'Europe a offert un accord d'association à l'Ukraine qui prévoyait donc pour l'Ukraine l'accès au marché unique, l'accès à des fonds européens, et faisait penser à l'Ukraine qu'elle pourrait bénéficier à la fois de l'Europe et de la Russie. Donc la Russie s'en est alarmée. J'ai moi-même assisté à un certain nombre de scènes. J'ai accompagné M. Hérault, Premier ministre, quand il s'est rendu à Moscou pour rencontrer M. Medvedev, et où M. Poutine a interrompu l'entretien pour dire « l'Ukraine, c'est une question extrêmement sérieuse ». Eh bien, c'était en novembre 2013. Vous allez continuer à nous en parler, c'est très important parce qu'il y a deux thèses, Jean-Pierre Chevènement. Celle qui affirme qu'il y aurait eu des manquements, en tous les cas des incompréhensions entre l'Occident et la Russie, et d'autres qui disent on est en train de réécrire l'histoire et il y a un discours victimaire de la Russie qui est en train de s'installer. Vous nous direz ce qu'il en est, où est la vérité, peut-être un peu entre les deux. On marque une pause et on se retrouve pour le grand rendez-vous. Et nous sommes en direct ce dimanche pour analyser les conséquences de cette guerre en Ukraine et aussi les longues relations, parfois compliquées, difficiles entre la Russie et l'Occident. Et la question vous est posée, Jean-Pierre Chevènement, par Mathieu Bock-Côté. Alors, nul ne doute de la culpabilité très claire de la Russie dans la présente situation de l'agression coupable de la Russie. Mais si on réfléchit sur les 30 dernières années, donc les suites de la guerre froide finalement, est-ce qu'il y a eu de la part du monde occidental, des Américains et des Européens, des manquements dans leur rapport à la Russie qui ont pu envenimer la situation et conduire au temps présent? Je crois que l'Occident n'a pas réfléchi au problème qu'allait poser l'effondrement d'un empire qui venait de très loin dans l'histoire, l'Empire russe devenu l'Empire soviétique, qui s'est dissocié en 15 républiques indépendantes par le fait d'une décision peu légitime prise sur un coin de table par le président Yeltsin, dont les penchants pour la vodka étaient connus, et le président Kouchma, qui était le président ukrainien de l'époque, et puis le président biélorusse, Chouchkevitch. Donc ils ont dissous l'Union soviétique, et sur le moment, tout le monde s'est réjoui en disant « le sang n'a pas coulé, c'est formidable ». Mais malheureusement, le sang coule aujourd'hui. Et
tout cela vient de ce que il n'y a pas eu une réflexion suffisamment poussée. Par exemple, la Crimée n'était ukrainienne que depuis 1954. Elle avait été russe pendant les 3 siècles précédents. Tout cela aurait pu faire l'objet d'arrangements amiables si les Russes n'avaient pas eu le sentiment d'avoir été trompés au moment de l'affaire Maïdan, quand une révolution de rue qu'ils considèrent comme un coup d'État a chassé le président ukrainien Yanukovych, qui était proche des positions russes, qui avait rejeté le projet d'accord d'association avec l'Union européenne au profit du projet russe. Donc il y a cette atmosphère de concurrence qui existait, qui fait que les problèmes n'ont pas été traités avec toute l'intelligence qui aurait été nécessaire. Jean-Pierre Chevènement, vous nous dites que les problèmes n'ont pas été traités avec toute l'intelligence nécessaire. Aujourd'hui, quand on dit cela, là, en ce moment, dans le débat politique et médiatique, on dit que c'est apporter de l'eau au moulin du discours victimaire de Vladimir Poutine. Que répondez-vous à cela? Est-ce qu'on a le temps aujourd'hui? Est-ce qu'on peut revoir cette histoire tranquillement, ou est-ce que ce n'est pas encore le moment puisque la guerre est à nos portes? Ce n'est pas encore le moment, mais on doit savoir que ça existe et que ce débat, un jour, aura lieu. C'est vrai qu'il y a un sentiment victimaire de la part des Russes, mais de la part de beaucoup d'autres. Et les Ukrainiens seraient bien placés pour se considérer comme les victimes principales de cette guerre. Mais les Russes ont pour caractéristique un nationalisme obsidional. Ils se croient toujours encerclés, menacés. Assiégés. Il est vrai que historiquement, la Russie a été envahie à de nombreuses reprises, y compris par la France. Oui. Mais disons que cette sensibilité russe existe, il faut la connaître, ça n'excuse rien, ça n'excuse pas l'agression inqualifiable contre l'Ukraine, ni les milliers de morts qu'elle a entraînés. Quand on voit certains orchestres symphoniques déprogrammer Rachmaninov ou Tchaïkovski, est-ce qu'on n'entretient pas aussi ce sentiment côté russe d'être un peu victime de tout ça? C'est ridicule. Je dirais, la Russie, c'est aussi Dostoïevski, c'est Pouchkine, c'est Tolstoï, c'est Rachmaninov, c'est Gogol. C'est d'ailleurs un Ukrainien qui écrivait en russe. La Russie, c'est une magnifique civilisation, une contribution éminente à la civilisation européenne. Donc il ne faut pas oublier ça. Le peuple russe est un grand peuple et il nous a rendu service à 2 reprises dans l'histoire, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde. On a beaucoup reproché, ça fait partie du discours public, l'idée que la Russie s'inquiète de voir l'OTAN se rapprocher toujours davantage de ses frontières. Ça fait partie du discours russe. Mais si on se place du point de vue des Polonais, si on se place du point de vue des Baltes, est-ce qu'il n'était pas légitime de la part de ces pays qui ont subi la botte russe au XXe siècle de vouloir rejoindre l'OTAN après la fin de la guerre froide? Vous avez raison. D'ailleurs, les Russes ne se sont pas trop inquiétés au moment de leur adhésion à l'OTAN. Ce qui est la vraie pomme de discorde, c'est l'Ukraine. C'est l'idée d'une Ukraine anti-russe, d'un nationalisme ukrainien forgé contre la Russie qui a inquiété à Moscou, mais depuis déjà très longtemps, depuis 2005. Je l'ai dit, ça fait presque 20 ans. Donc, dans ce même moment, les Américains continuent à mettre sur pied le bouclier antimissile, qui ne marche pas d'ailleurs, mais qui pouvait donner à la Russie le sentiment que les mécanismes classiques de dissuasion ne fonctionneraient plus. Jean-Pierre Chevènement, quand les renseignements américains nous ont alertés sur cette invasion russe, nous n'y avons pas cru. Les Européens, le renseignement français n'y a pas cru. Aujourd'hui, les Américains nous alertent sur une menace chimique et affirment que ce serait une ligne rouge, donc qu'il y aurait une riposte. Est-ce qu'il faut y croire, ou est-ce que vous-même, vous gardez en tête, et évidemment, ça dit beaucoup de choses, ça vous dit beaucoup de choses, vous avez été ministre de la Défense, le précédent irakien, lorsque les Américains avaient agité la menace d'armes de destruction massive en Irak et elle n'existe pas, ou est-ce qu'il faut prendre là très au sérieux et à la lettre les Américains quand ils nous parlent d'une menace chimique? Alors, premier point, moi je n'ai pas cru en effet
à l'énorme bêtise que serait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y avait une probabilité infime, mais elle était infime, elle s'est réalisée, malheureusement. Les armes chimiques, tout cela vient de ce que il y a en stratégie l'idée d'une escalade de celui qui se sent acculé. Et l'escalade qui vient à l'esprit, c'est l'utilisation d'armes atomiques, dites tactiques, armes nucléaires de théâtre, dont la Russie dispose d'environ 1600 exemplaires. Comme le franchissement du seuil nucléaire serait un tabou brisé depuis 1945, parce qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, on cherche des barreaux inférieurs et on vient tout de suite à l'arme chimique. Mais rien ne permet de l'affirmer, de le documenter. Et aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un élément qui permettrait de dire que les Russes ont se livré à une agression avec des armes chimiques. Avant de passer à un autre sujet, Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez aussi, vous avez quand même vu à plusieurs reprises, je l'ai dit, Vladimir Poutine. Vous avez entendu tout ce débat des dernières semaines qui a cherché à le psychiatriser. Est-il fou? Est-il rationnel? A-t-il toute sa tête? Est-il malade? Toutes les hypothèses ont été présentées. Que diriez-vous, sans entrer dans ce débat psychologique, comment vous définissez aujourd'hui ce personnage? Écoutez, je l'ai rencontré pour la première fois à Sochi le 5 mai 2014, envoyé par le président de la République de l'époque, pour préparer le format de Normandie, puisque le mois suivant, il y avait les cérémonies commémoratives du débarquement. Donc, j'ai préparé ce qui était un contact à l'Élysée, un dîner, qui permettrait de mettre sur pied ce format A4, Allemagne, France, Ukraine, Russie, au sein duquel on a fini par élaborer les accords de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, auxquels il n'a manqué que d'être appliqués. Parce que s'ils avaient été appliqués, on ne se serait pas trouvé dans la situation dans laquelle on était. Et je n'ai pas cessé, tout au long de ces 8 années, de plaider pour qu'on consacre plus d'efforts à la solution de ces accords de Minsk qui prévoyaient l'octroi d'une liberté linguistique et de prérogatives de décentralisation aux 2 oblasts, c'est-à-dire aux 2 districts de Louhansk et Donetsk, accord qui serait inscrit dans la constitution ukrainienne, ratifié par référendum, et à la suite de quoi l'Ukraine récupérerait sa frontière. Malheureusement, nous n'avons pas su vis-à-vis de la Russie. Et l'homme lui-même, comment vous l'avez trouvé à ce moment-là? Alors, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Les Ukrainiens n'acceptaient pas ce schéma. Ils voulaient renverser la séquence, l'ordre des phases. Et nous n'avons pas su exercer les pressions nécessaires, nous et nos alliés. Ils ne nous ont pas beaucoup aidés à ce moment-là pour amener les Ukrainiens à plus de souplesse. Au contraire, on a commencé à les armer, les Américains leur envoyaient des missiles Javelin, etc. Maintenant, vous me posez une question, comment j'ai trouvé Poutine? Je l'ai trouvé argumenté. Ça se passait tout à fait au début des événements d'Ukraine. Après Maïdan, février 2014, donc interprété par les Russes comme un coup d'État où ils avaient été trahis par les Ukrainiens et par nos 3 ministres qui avaient donné leur garantie. Et par conséquent, ils s'étaient crus autorisés à utiliser les moyens de la force pour se rattacher la Crimée et Sébastopol, qui est évidemment pour eux un atout géostratégique majeur, puisque Sébastopol, c'est la flotte de la mer Noire et de la Méditerranée. Et vous l'avez trouvé argumenté, vous avez Alors, trouvé qu'il avait argumenté, une rationalité qui est la sienne, peut-être. Cherchant le contact, le récit de cet entretien a été publié dans la collection Bouquins. Vous pourrez le retrouver facilement. Je n'ai pas caché ce qu'était mon rôle. Mais est-ce que vous le perceviez comme sincère, Vladimir Poutine, à ce moment-là? Je ne l'ai jamais pris pour un enfant de cœur, mais je pensais qu'il était raisonnablement sincère dans la recherche d'un accord avec l'Europe. J'observe qu'il a changé de logique, et ce changement de logique, je le fais dater de l'été 2014.
et du fait que le nouveau président ukrainien élu, Poroshenko, Ouais. à la fin du mois de mai, n'a pas voulu appliquer les accords de Minsk dans leur première version et a donné le signal à l'armée ukrainienne d'une offensive qui a d'ailleurs échoué. Puis une deuxième offensive qui a également échoué, ce qui a donné lieu aux accords de Minsk II en février 2015. Excusez-moi de ces précisions, mais elles sont importantes pour comprendre le mécanisme. Ensuite, il faut demander aux diplomates pourquoi les pressions exercées n'ont pas suffi à faire en sorte que ces accords s'appliquent. Mais s'ils s'étaient appliqués, à supposer que l'une et l'autre partie le veuillent, je pense que les Ukrainiens n'étaient pas fanats de récupérer Luhansk et Donetsk, peuplés de populations russophones qui leur étaient pas très favorables. Et puis les Russes eux-mêmes, n'avaient-ils pas un objectif qui allait plus loin que la récupération des droits des familles de Donetsk et de Luhansk à faire parler le russe, à apprendre le russe à leurs enfants. On voit en tous les cas est-ce que c'était l'objectif des Russes ? La complexité de cette toile de fond qui a malheureusement amené au pire. Vous l'avez très bien qualifié, Jean-Pierre Chevènement. On va marquer une pause et puis vous interroger aussi sur une autre situation que vous connaissez bien. La Corse a été ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat du préfet Erignac et on a envie de savoir ce que vous avez même ressenti, je dirais, lors de ces images de l'enterrement d'Ivan Colonna, avec aussi des drapeaux, dont le drapeau français en berne. Donc vous, ministre, à ce moment-là, qui avez connu des heures très difficiles, vous nous direz ce que vous avez ressenti. Une courte pause et on se retrouve. Merci à vous de nous accompagner en ce dimanche pour votre émission Le Grand Rendez-vous. À mes côtés, Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré, notre invité Jean-Pierre Chevènement depuis tout à l'heure, 10h, avec l'ancien ministre de la Défense. Nous avons évoqué la guerre en Ukraine, ses conséquences. Et c'est en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, monsieur Chevènement, que nous vous interrogeons à présent. Vous avez été ministre au moment de l'assassinat du préfet Erignac. Des drapeaux en berne pour Ivan Colonna, dont le drapeau français. Un enterrement qui a réuni beaucoup de monde. Alors évidemment, c'est un homme qui est mort et donc c'est tout à fait normal. Il y a un respect pour sa famille. Malgré tout, des drapeaux en berne. Comment vous avez réagi à cela ? Vous avez raison de le dire. Il y a la douleur de sa famille. Je pense à ses parents, à son père que j'ai connu, puisqu'il était député socialiste dans les années 1981, Jean-Hugues Colonna. Donc je respecte leur douleur. Mais en même temps, je suis blessé de voir l'utilisation qui est faite de cette mort évidemment regrettable. Je suis blessé de voir qu'on a oublié le sacrifice du préfet Erignac, qui était le représentant de nous tous, le représentant de la République, qui a été assassiné lâchement par un commando de 6 hommes, et qu'on transforme ces hommes en héros, en icônes, me choque profondément. Vous savez, au lendemain de l'assassinat de Claude Erignac, il y avait 100 000 personnes dans la rue à Ajaccio pour protester contre l'assassinat. Mais je me dis, en voyant tout le ramassis de nationalistes et d'élus, presque de tout poil, rassemblés autour du cercueil d'Ivan Colonna, je me dis qu'un peu d'eau a coulé sous les ponts. Il doit bien y avoir de l'eau dans les rivières corses. Le mot est fort que vous employez, Jean-Pierre Chevènement. Blessé, dites-vous. Vous ne dites pas que ça vous choque, vous dites « je suis blessé ». Je suis blessé, et en même temps, je suis blessé parce que la République doit avoir une mémoire. Si quelqu'un doit maintenir cette mémoire, c'est moi qui étais ministre de l'Intérieur au moment où cet assassinat a été perpétré. Alors j'entends bien la réflexion de Raymond Barre, les Corses veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais a-t-on réfléchi à ce que tout cela signifierait ? Et que signifie le mot autonomie ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot autonomie ? La co-officialité dans les écoles, ça veut dire le conditionnement de la connaissance du corse pour l'octroi d'un certain nombre d'emplois dans la fonction publique. C'est, pour ce qui est du permis de résident ou du certificat de résident, la possibilité offerte aux nés-natifs de l'île d'acheter un immeuble, une maison, une villa, possibilité qui sera refusée
aux continentaux. C'est une rupture fondamentale d'égalité. Qu'est-ce qui reste aux Corses comme compétences qui les différencierait d'un État indépendant? Ils n'ont pas de marine de guerre. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? Leur offrir des frégates de surveillance pour veiller à la bonne organisation de tous les trafics qui ne manqueraient pas de prospérer si la Corse était larguée comme une île indépendante et mafieuse au cœur de la Méditerranée. A-t-on réfléchi aux conséquences en chaîne? Je vous pose la question. En vous posant la question, a-t-on réfléchi? Vous y répondez, vous dites non. Le Front de libération de la Bretagne, ça existe encore. Les terroristes basques, certains sont encore en prison. Et puis, pourquoi pas celui-là? Le mépris de la loi en Corse entraîne le mépris de la loi partout ailleurs, en Seine-Saint-Denis, dans les Bouches-du-Rhône, dans n'importe quel département français. La loi doit être respectée. Et quand vous voyez ces manifestations violentes qui suivent généralement ce qui s'est passé à Bastia il n'y a pas très longtemps, 47 blessés, 43 CRS ou forces de l'ordre. C'est-à-dire que la violence vient d'un seul côté. C'est ce que j'appelais la Corsican Way of Life. Mais nous devons réagir. On vous a beaucoup reproché cela et votre attitude aussi, vous le savez, Jean-Pierre Chevènement. Certains ont dit que pensent que vous êtes contre toute concession. Est-ce que vous dites aujourd'hui le débat est clos? Il ne peut pas même y avoir une réflexion sur l'autonomie? Ou est-ce que vous comprenez le président candidat Emmanuel Macron, que vous soutenez d'ailleurs, vous dites que c'est un soutien républicain, qui l'engage aujourd'hui, alors qu'il y a eu des violences, et en pleine campagne présidentielle, un tel débat? Je le soutiens parce que, du point de vue de la République, c'est le meilleur. Donc je me détermine du point de vue de la République. Mais mon soutien ne vaut pas blanc-seing, je le lui ai dit. Je ne renonce pas à mes convictions. S'agissant de la Corse, je sais que l'État a montré trop de signes de faiblesse depuis 1975, depuis la création de l'université de Corté. L'État a montré trop de signes de faiblesse pour en donner encore. Autrement dit, dans les circonstances, lorsque le gouvernement cède à la rue en lançant le mot autonomie, vous y voyez une reculade non seulement du gouvernement, mais de la République? C'est ce que semble penser une très large majorité de Français. Vous avez des sondages qui chiffrent à 77% le nombre de Français qui ont compris comme cela. Alors c'est au gouvernement de rectifier, de corriger. Et croyez-vous inversement que les Corses aujourd'hui sont demandeurs de plus d'autonomie, ou est-ce que c'est une concession faite à une fraction marginale? Je pense que c'est une concession faite à une minorité violente qui exerce sur tous les Corses et sur tous les Français une forme de chantage inadmissible au nom de la paix civile, parce que le gouvernement est bien inspiré, il cherche la paix civile, mais au nom de la paix civile, on obtient des reculs significatifs sur des points essentiels de la vie en société, de la vie dans une démocratie républicaine. Jean-Pierre Chevènement, on l'entend depuis le début de cette émission, votre parole est libre. Vous êtes et vous resterez toujours un homme indépendant. On peut rappeler peut-être pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent ce que vous aviez dit, un ministre, on connaît la fameuse phrase... Où ça part, en tous les cas. Tant qu'il reste dans un gouvernement, il ferme sa gueule. Ou ça démissionne. Vous le rappelez et toujours le jour où il franchise. veut l'ouvrir, il démissionne. Bien. En tous les cas, vous avez toujours tenu cette ligne. Vous restez un homme de gauche. Et j'ai envie de vous demander, pour conclure, où est votre gauche aujourd'hui, cette gauche-là, républicaine, avec ses garde-fous, avec ses principes, avec ses valeurs? Où est-ce que vous la retrouvez? Eh bien, je ne la retrouve plus au Parti socialiste, qui en fait est devenu un objet virtuel. Mais c'est la conséquence des choix qu'il a faits et qui l'ont écarté des couches populaires, ou plutôt qui ont écarté les couches populaires de voter socialiste. Donc je pense que le problème pour la gauche est un problème idéologique, un problème intellectuel. Vous la retrouvez chez Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Chevènement? Franchement, je n'ai pas la même conception de la République que Jean-Luc Mélenchon. Si on écoutait Jean-Luc Mélenchon, on reviendrait à la 6e République, c'était au régime de l'Assemblée. Je l'ai connu, privilège de l'âge, je n'ai pas envie de revoir ça. Je ne pense pas que ce serait bon pour la France. Donc, Jean-Luc Mélenchon a des talents, je le lui reconnais. Il a aussi des complaisances, à mon avis,
regrettable vis-à-vis de formes de pensée comme les théories décoloniales, les réunions de racisés, la sensibilité dite woke, qui est une forme d'accoutumance à cette repentance dont j'ai déjà dit qu'elle ne serait jamais la mienne. Parce que la France a une histoire avec ses ombres et ses lumières. Cette histoire est parfaitement tolérable, même si elle a eu ses taches d'ombre. Elle a eu aussi ses gloires, sa continuité, et il nous appartient de la continuer. Bien, et le chevènementisme, c'est d'abord et avant tout Jean-Pierre Chevènement, qui, je crois en plus, va créer un nouveau parti. Vous nous confirmerez peut-être dans quelques jours ou peut-être à l'instant. Vous restez un homme engagé en tous les cas. Je reste un homme engagé, Bien. je serai un militant de refondation républicaine. Car là est le projet, avec, bien entendu, la réélection d'Emmanuel Macron, parce que je pense que dans l'histoire de la Ve République, son élection en 2017 a marqué une rupture, et que cette rupture aujourd'hui doit être prolongée. Elle doit donner lieu à un vrai redressement de la France. Je pense que la France se redressera mieux avec Emmanuel Macron qu'avec quiconque autre. Eh bien, je vous remercie, Jean-Pierre Chevènement, de nous avoir consacré cette heure sur ces différents sujets. Merci beaucoup d'avoir été notre invité au Grand Rendez-vous. Je remercie également mes camarades, évidemment, Mathieu Bocoté et Nicolas Barrès. Toujours un plaisir de conduire cette émission à vos côtés. On vous retrouve bientôt, bien sûr, et bon dimanche à vous sur nos antennes communes. Europe 1.